nous allons évoquer donc avec cette table ronde le sujet des douleurs chroniques et comment les vaincre, puisque aujourd'hui on estime qu'un Français sur 5 souffre de douleurs récurrentes et celles qui sont d'origine neuropathique sont les plus pénibles et les plus difficiles à soulager. Les médicaments ne sont pas toujours efficaces, mais il existe des solutions, des alternatives, et c'est ce que nous allons évoquer avec nos invités. Nous avons grand plaisir donc d'accueillir le professeur Denis Fontaine. Vous êtes neurochirurgien au CHU de Nice. À mes côtés, Séverine Dard, qui est l'une de vos patientes. Donc, nous accueillons également le docteur Marc Lévesque. Vous êtes neurochirurgien à Marseille, auteur de l'ouvrage « Libérons-nous de la douleur ». Et donc, ces échanges vont être animés par Gwendoline Dos Santos, rédactrice en chef Santé du Point, et Béatrice Parino, rédactrice en chef du Point. Mesdames, je vous passe la parole. Alors, peut-être pour commencer cette table ronde sur la douleur, on va vous demander, Marc Lévesque, qu'est-ce que la douleur? À quoi ça nous sert? Parce qu'au départ, la douleur, c'est quand même utile. La douleur, c'est notre système d'alarme qui protège notre intégrité physique. La douleur, c'est un signal qui nous avertit qu'on se met en danger. C'est l'alarme de la maison qui retentit lorsqu'on met notre organisme en danger, que ce soit une brûlure, que ce soit une punaise, que ce soit... Donc ça, c'est quelque chose qui est utile. Et d'ailleurs, les patients qui n'ont pas de douleur, ou qui n'ont une partie qui sont privés de douleur, par exemple certains patients diabétiques qui perdent les terminaisons nerveuses qui leur permettent de ressentir la douleur, peuvent avoir des problèmes de mal perforant plantaire, par exemple. Ils vont se blesser beaucoup plus facilement. Les lépreux, par exemple, chez qui les terminaisons nerveuses sont détruites, vont plus ressentir les brûlures, les écorchures, etc. Et donc ils vont se blesser beaucoup plus facilement. Donc la douleur, elle nous est utile, elle est même vitale. Mais l'objet de cette discussion, c'est le problème, c'est quand l'alarme retentit de façon assourdissante souvent, et que en fait il n'y a plus d'intrusion dans la maison, c'est-à-dire que l'alarme ne sert plus à rien. Et ça, c'est la douleur chronique. Et là, elle devient véritablement usant, et c'est ce sinistre cadeau qui peut devenir un enfer. Mais justement, professeur Fontaine, ces douleurs chroniques, à quel moment on peut parler de douleurs chroniques? Est-ce que c'est l'intensité? Est-ce que c'est la fréquence? Est-ce que c'est quand ça s'installe dans la durée? Voilà, à quel moment on peut dire je suis un douloureux, une douloureuse chronique? Alors la définition officielle, c'est une douleur qui dure plus de 3 mois. 3 mois, on peut avoir des douleurs qui vont passer au bout de 3 mois quand on a des suites chirurgicales un peu difficiles, ou quand on a une pathologie qui va durer un peu plus. Mais on peut raisonnablement parler de douleur chronique en pratique quand la douleur dure plus de 6 mois, quelle qu'en soit l'origine. Il n'y a pas de terme de sévérité non plus dans cette définition. Il n'y a pas de consensus pour définir ce qu'est une douleur qui va être résistante au traitement médicamenteux ou réfractaire, intraitable. C'est des termes qui sont utilisés sans que ça soit très bien défini. Mais globalement, il faut considérer une certaine durée, plus de 6 mois au moins, une certaine intensité, au moins une douleur modérée ou sévère, et puis une notion de traitement bien conduit qui n'a pas été efficace. Séverine, vous, à quel moment vous vous êtes dit ces douleurs, c'est un vrai problème, ou est-ce que vous avez fait comme beaucoup, vous avez dit qu'est-ce que c'est finalement? Je suis une parmi d'autres, on a dit le chiffre, il y a beaucoup de douloureux, de douloureuses. Voilà, à quel moment vous dites Quand j'ai plus pu me déplacer, quand ça a été plus possible de vivre avec, malgré les médicaments et malgré l'arrêt d'activité, etc. C'est-à-dire qu'entre le moment, finalement, le début de ces douleurs et le moment où vous dites « Oh, c'est trop », c'est quoi? C'est 6 mois? Ah non, c'est 10 ans. Ah, quand même. C'est 10 ans de douleurs chroniques. Et puis ensuite, un acte, j'ai porté un chien qui, en fait, a déclenché le gros problème qui a fait que le lendemain, je ne pouvais plus me lever du tout. Et donc, qui m'a envoyée à l'hôpital. Peut-être, là on va s'adresser aux médecins parce que vous dites vous êtes allé à l'hôpital, on va raconter plus précisément votre histoire dans quelques minutes. Mais la première chose qu'on fait généralement quand on a mal les uns et les autres, qu'est-ce que c'est, Gwendoline? On prend un Doliprane.
Parce que C'est le début de l'aventure médicamenteuse. c'est le premier recours, le médicament. Oui, c'est le premier recours. Il faut dire aussi qu'on est dans notre pays et dans beaucoup d'autres, dans une culture du médicament. C'est-à-dire que le médicament, c'est ce qui va être Là, je ne parle pas de la douleur aiguë. La douleur aiguë, c'est légitime de prendre un médicament, c'est efficace. Et plus on traite rapidement la douleur aiguë, moins il y a de chances qu'elle s'installe. Et plus on va être efficace. En revanche, pour la douleur chronique, ce réflexe du médicament, qui nous a inculqué pendant nos études, notamment, c'est facile pour le médecin, parce que c'est ce qui est le plus rapide, rédiger une ordonnance, il y en a pour quelques minutes, et puis aussi, il faut bien dire, c'est ce qui est le plus rapide aussi et le plus simple pour le patient. Et parfois, la douleur chronique, c'est pas seulement un problème biologique, c'est un peu plus ample que ça, on a coutume de dire, c'est un problème biopsychosocial. Et ces aspects biopsychosociaux, notamment l'activité physique, le malaise au travail, le malaise existentiel, peuvent participer, peuvent être une caisse de résonance par rapport à cette douleur. Donc la réponse médicamenteuse, parfois, elle est insuffisante. Et le médecin, il devrait aussi questionner le patient qui vient avec des lombalgies ou toute autre douleur sur son bien-être, sur son histoire. Et là, effectivement, la consultation prend plus de temps. Et pour le patient, parfois aussi, ça demande de reconsidérer son mode de vie, s'affranchir des douleurs, faire plus de sport, être plus actif, sortir davantage. Et quand malgré tout ça, il y a des douleurs qui persistent, alors vous, tous les deux, c'est pas des médicaments que vous proposez, c'est la neuromodulation. Alors est-ce que vous voulez bien nous expliquer ce qu'est la neuromodulation, professeur Fontaine? Alors la neuromodulation, c'est un ensemble de techniques qui cherchent à modifier le fonctionnement du système nerveux en appliquant dessus soit de l'électricité, soit de la stimulation magnétique. Il faut se souvenir qu'en fait, le système nerveux, que ce soit le système nerveux central, c'est-à-dire le cerveau et la moelle épinière, ou le système nerveux périphérique, les nerfs, ça fonctionne avec deux énergies. Une énergie électrique, c'est la conduction du signal électrique dans ces neurones, dans ces prolongements neuronaux, qui va faire que l'influx nerveux va se propager, va mettre en correspondance les différents neurones. Et là où ils se touchent, là où ils sont connectés les uns entre les autres, là on a de l'énergie chimique. Ce sont les synapses, les connexions interneuronales. Et là, on va faire appel à des neurotransmetteurs. Et c'est sur ces synapses que fonctionnent les médicaments dont on vient de parler et qu'on utilise assez facilement. En fait, les médicaments ne fonctionnent que sur les synapses. La neuromodulation, on va essayer au contraire de jouer sur les prolongements électriques, enfin les prolongements neuronaux et la conduction du message électrique à l'intérieur, soit en brouillant ce signal, soit en rajoutant du signal là où il en manque. Donc on peut comprendre dans les techniques de neuromodulation tout ce qui est stimulation électrique de la moelle épinière, pour la douleur notamment, la stimulation électrique des nerfs périphériques, qui commence aussi à se développer pour les douleurs, la stimulation cérébrale profonde, où on va mettre des électrodes à l'intérieur du cerveau, on en a parlé l'année dernière, notamment pour la maladie de Parkinson. Donc toutes ces techniques, c'est de la neuromodulation. Et puis il y a aussi d'autres techniques de neuromodulation qu'on va appeler non invasives, alors que je viens de vous citer des techniques chirurgicales où on va implanter des dispositifs médicaux à l'intérieur du corps. Il y a d'autres techniques de neuromodulation dites non invasives qui vont stimuler le cerveau à l'extérieur, comme la stimulation magnétique transcrânienne, la RTMS, ou qui va aller stimuler les nerfs périphériques en collant des électrodes au contact de la peau en regard des nerfs. Ça, c'est la TENS, la stimulation électrique transcutanée. Tout ça, c'est de la neuromodulation. Et on va prendre, alors, quelle méthode pour quel type de douleur? Alors, effectivement, il y a toute une panoplie en fonction des douleurs. Alors, la tentation, effectivement, c'est de commencer par le moins invasif. La TENS, par exemple, c'est quelque chose qui est très facile à utiliser. Malheureusement, tous les médecins ne peuvent pas le prescrire. C'est d'ailleurs assez curieux. Aujourd'hui, c'est plus facile de prescrire des morphiniques, des opioïdes, que la TENS. La TENS, c'est tout simplement des électrodes que vous collez sur les zones douloureuses et le courant électrique va brouiller la douleur. Ça peut être sur des douleurs d'arthrose, ça peut être sur des douleurs neuropathiques ça peut être sur des douleurs cervicales, sur des douleurs lombaires. Donc ça, c'est des douleurs qui peuvent concerner énormément de patients.
Après, quand c'est des douleurs plus diffuses, on peut avoir effectivement recours, quand on a été en échec des autres traitements, à ce que le professeur Fontaine évoquait, c'est-à-dire la stimulation magnétique transcrânienne. Mais là, ça s'adresse quand même à des douleurs très rebelles et des douleurs bien spécifiques. Et entre les deux, vous avez par exemple ce qu'on appelle les douleurs neuropathiques, le fait que les nerfs aient été lésés, avec des sensations de brûlure, de décharge électrique, des sensations extrêmement désagréables, usantes, qui peuvent être efficacement brouillées par la stimulation de la moelle épinière. Séverine, j'en reviens à vous. Vous nous avez expliqué donc qu'il vous a fallu 10 ans pour prendre conscience que vous étiez une douloureuse chronique, à cause ou grâce à un petit chien. Au bout de ces 10 ans, vous êtes niçoise, vous allez voir Denis Fontaine, c'est ça ? Non, la nuit, je tousse et une douleur immense apparaît et impossible de me lever. Ma jambe gauche ne répondait plus, donc je pars aux urgences. Et là, c'est un autre médecin du CHU qui m'a opérée. Et j'ai eu la chance de me faire opérer par le professeur Fontaine que 2 ans plus tard. Et c'est justement durant ces 2 ans-là que les douleurs étaient les pires, finalement. Alors comment est-elle devenue éligible finalement à l'opération ? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle enfin arrive à vous et que vous puissiez l'opérer ? Alors parce qu'en fait, ces techniques de neuromodulation, dont la stimulation médulaire, ça ne fonctionne que sur les douleurs neuropathiques. Il y a plusieurs types de douleurs. Il y a les aiguës et chroniques, on en a dit tout à l'heure, mais il y a aussi dans le mécanisme des douleurs, dans leur nature, différents types de douleurs. Celles qu'on connaît le plus, c'est les douleurs qu'on appelle aujourd'hui nociceptives ou par excès de nociception. C'est celles qu'on a quand on se coupe, quand on se brûle, quand on se fait mal, qu'on se cogne, etc., ou qu'on a une arthrite inflammatoire. Ça, ce sont les douleurs par excès de nociception. Elles répondent au Doliprane que vous citiez tout à l'heure, au tramadol, au morphinique. Et celles-là, on a plusieurs méthodes pour les traiter, y compris médicamenteuses. Pour les douleurs neuropathiques, c'est différent. Ce sont des douleurs qui surviennent quand le système nerveux est abîmé, soit parce qu'on a abîmé un nerf, c'est ce qui est arrivé à Madame Dard, soit parce que la moelle épinière a été abîmée, sur un traumatisme de la moelle épinière, par exemple, ou une maladie qui va toucher la moelle épinière, ou le cerveau lui-même est abîmé, comme après un AVC. Il y a 8% des AVC, par exemple, qui sont compliqués de douleurs neuropathiques. Ces douleurs neuropathiques, elles ont une tonalité différente. C'est des douleurs à type de brûlure, avec souvent des déficits sensitifs dans le territoire douloureux, c'est-à-dire des zones qui sont anesthésiées, où on ressent moins bien. Souvent des phénomènes qu'on appelle l'allodynie, c'est-à-dire que des stimulations tactiles qui sont normalement pas douloureuses vont être ressenties comme affreusement désagréables. C'est ce qu'on appelle l'allodynie. Et ça, c'est caractéristique de ces douleurs neuropathiques. Donc ces douleurs neuropathiques, elles ne se traitent pas de la même manière. Elles ne se traitent pas avec le tramadol, ça ne marche pas, ou très mal, pas avec le Doliprane non plus. Et ce qui va marcher, c'est plutôt les médicaments antiépileptiques ou les médicaments antidépresseurs. Et quand ces médicaments de première et deuxième ligne ne fonctionnent pas, alors on peut passer aux techniques de neuromodulation. Et ces techniques de neuromodulation ne fonctionnent que sur les douleurs neuropathiques. Donc tant que la douleur, par une sciatique classique, va être plutôt par excès de nociception, parce qu'un nerf est un peu coincé, parce qu'il y a des douleurs inflammatoires, ce n'est pas le domaine de la neuromodulation. Quand il y a une lésion du nerf plus importante, soit parce que le nerf a été abîmé, par exemple par la hernie elle-même, ou par la chirurgie, et bien à ce moment-là, les douleurs changent de nature et elles deviennent éligibles, entre guillemets, à la neuromodulation. Et d'ailleurs, c'est souvent la seule chose qui marche réellement. Est-ce que, Séverine Dard, on peut dire ce que vous aviez ? On peut expliquer au public de quoi... À quoi étaient dues vos douleurs Alors c'était une hernie discale, ce qu'on appelle une cure d'hernie discale, derrière, qui s'est retrouvée en échec thérapeutique, puisque malgré cette intervention qui a été bien faite, c'est pas la question, c'est que le nerf était déjà bien assez abîmé. Et malgré l'intervention, les soins après, la kiné, tout ce qu'on pouvait faire, ça a été de pire en pire. L'état s'est dégradé assez rapidement, jusqu'à quasiment
plus pouvoir marcher et puis souffrir énormément. Alors, c'est vrai, quand il décrit les douleurs neuropathiques, ça me fait presque sourire parce que maintenant elles sont derrière moi. Et je ne supportais même plus le poids d'un drap sur ma jambe. Je passais du micro-ondes au congélateur en quelques secondes sans arrêt. Les douleurs, elles étaient fortes et permanentes. Et c'était une vie qui n'en était plus une, c'était une survie, quelque chose entre le travail et le sommeil, et c'est tout. Voilà. Donc pour Séverine, tout a été essayé, les médicaments, etc. J'ai même fini par les arrêter parce que ça servait plus à rien. On était arrivé au maximum de tout ce qu'on pouvait essayer. Mais il manquait qu'une seule chose qu'on n'avait pas essayé, c'est donc la neuromodulation. Et comment on décide qu'un patient est éligible? Comment ça se passe? Comment on décide que ce patient-là, on va l'opérer? Avec quelle méthode, etc. Comment ça se décide? Je continue. Alors, d'abord, Marc l'a dit tout à l'heure, il y a un grand principe, c'est qu'on va du moins agressif au plus agressif dans la gradation des soins. Le choix, il se fait d'abord sur la nature de la douleur, parce que c'est bien une douleur neuropathique. À ce moment-là, on peut envisager des techniques de neuromodulation. Si ce n'est pas neuropathique, c'est autre chose. Et ensuite, c'est la localisation de la douleur qui va conditionner le choix de la technique. Dans le cas d'une douleur du membre inférieur ou des membres inférieurs, ce qui arrive le plus logiquement à l'esprit, c'est la stimulation de la moelle épinière, qui est le relais juste au-dessus de l'endroit où le nerf est lésé. Donc, on choisit la stimulation médulaire. Et on explique le principe aux patients, on explique ce que ça peut apporter, on explique le principe, on explique aussi les limites de ce que ça peut apporter, parce que ces techniques, elles sont surtout là pour diminuer la douleur, mais il est rare, ou exceptionnel, voire rarissime, de faire disparaître totalement la douleur. Donc l'idée, le contrat, c'est d'essayer de diminuer la douleur le plus possible pour la rendre supportable dans la vie quotidienne, en tout cas compatible avec une vie décente. Donc c'est ça qui est le contrat et c'est ce qu'on explique aux patients. Pour compléter ce que vient de dire Denis, durant cette phase d'évaluation, il y a un aspect assez collégial, une évaluation un petit peu à 360. On évalue la douleur, comme Denis vient de le dire, et on évalue également le contexte psychologique, le contexte social. Parce que finalement, la douleur peut aussi être un symptôme. Et le fait de gommer le symptôme ne suffira peut-être pas seulement à gommer la souffrance. Donc on évalue au plan psychologique, au plan psychiatrique, la personne. Est-ce que, comme les techniques précédentes, elle les a mis en échec? Est-ce que cette technique, elle serait également mise en échec? Est-ce qu'il peut y avoir le ressenti aussi d'un corps étranger? Comment il va être perçu? Donc cet aspect psychologique, il est important également. Il y a l'aspect social aussi, la réinsertion professionnelle que l'on espère avec la neuromodulation. Ce côté collégial, c'est assez courant, ou c'est vraiment spécifique à cette technique d'évaluer la psychologie du patient? Alors c'est spécifique et c'est même obligatoire à cette technique parce que c'est du matériel qui est coûteux, donc c'est la solidarité nationale qui prend en charge ce dispositif, donc on ne peut pas le mettre à tout le monde. Donc on essaye de pouvoir le proposer aux personnes qui en ont besoin. Donc pour minimiser le risque d'échec, on fait cette évaluation multidisciplinaire. Mais ça, c'est vrai que c'est spécifique. Je crois qu'en chirurgie bariatrique aussi, ça se fait parce qu'en chirurgie bariatrique, vous avez cette dimension psychologique également qui est importante. Et on pourrait imaginer l'étendre à d'autres. En fait, pour moi, ça ne me paraîtrait pas aberrant que pour certaines chirurgies, effectivement, on évalue le patient au plan psychologique avant de lui mettre des vis, des plaques sur la colonne. Est-ce que finalement il n'en a pas plein le dos pour d'autres raisons que ses hernies ou son rachis dégénératif? Professeur Fontaine, je vois que vous voulez ajouter quelque chose. Oui, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Marc, parce qu'il a parfaitement raison. Hein. On a dit qu'on s'adressait à des douleurs qui duraient depuis quand même plusieurs années, souvent, avec souvent une errance, des essais de différentes thérapies qui ont plus ou moins échoué. Et forcément, ça laisse des traces dans une biographie. Hein. Souvent, des gens qui ont une douleur chronique, ils doivent, au bout d'un moment, s'arrêter de travailler.
Et puis leur vie quotidienne change, ça a un impact sur leur humeur, sur leurs activités, sur leur vie familiale, sentimentale, professionnelle, sociale, etc. Et quand on arrive comme ça, au bout de 10 ans, à voir quelqu'un qui souffre depuis 10 ans, il faut évaluer toutes ces conséquences, parce que c'est pas parce qu'on va venir mettre un système électrique qui va gommer la douleur, ou en tout cas la réduire de manière importante, que pour autant on va rendre la vie d'avant aux gens. Donc il faut évaluer avant tous ces aspects-là pour les prendre en considération, préparer justement ce changement à venir et voir quelle est la part, on va dire, du retentissement psychologique et social, socio-professionnel dans la vie des gens pour l'anticiper, anticiper les changements. Marc Lévesque, vous avez préparé une petite vidéo. Mais tu peux plus parler, donc... Non, avant, pardon, de voir la vidéo, j'avais une question pour Séverine Dard, si on peut juste arrêter la vidéo. C'est avant que vous passiez là, on va voir ce que vous avez subi ou dont vous avez bénéficié. Avant de passer comme ça sur le billard, vous aviez peur parce qu'on vous a fait passer une évaluation psychologique, mais vous aviez déjà subi des opérations, quel était votre sentiment? Dans quelle mesure vous étiez prête à J'étais prête à tout. J'étais prête à tout. La promesse d'aller mieux, c'était vraiment la carotte qui m'aurait fait tout supporter. Donc j'y suis allée, mais voilà, j'y suis allée volontairement. Personne ne m'a tiré par les cheveux. Et j'étais contente d'être là, même si j'avais extrêmement peur. Je crois qu'on ne subit jamais une intervention, surtout quand on vous parle de moelle épinière. Et puis de moments où vous devez quand même rester éveillé, etc. Ça fait peur. Ils ont été très clairs, ils n'ont rien caché de ce que j'allais vivre. Mais j'y suis allée, mais vraiment heureuse d'y aller. Du coup, vous pouvez peut-être mettre la vidéo parce qu'elle est la vidéo, effectivement. Donc, on va peut-être s'éloigner un tout petit peu, Séverine, et qui la commente. On imagine que c'est Séverine là qui a à plat ventre. Et donc on va enfoncer cette petite aiguille comme une péridurale exactement, comme au moment de l'accouchement. Donc vous voyez cette aiguille qui est enfoncée en bas du dos, dans laquelle on glisse un très fin câble électrique qui remonte en arrière de la colonne de la moelle épinière, autour, on appelle ça la dure mère, jusqu'au niveau où on pense être la zone qui prend en charge les douleurs. Et quand on pense être arrivé à cette zone de la moelle épinière qui prend en charge par exemple la douleur de la jambe, on va réveiller Séverine. Et on va lui demander, est-ce que les fourmis arrivent bien sur votre zone douloureuse? Et à partir du moment où on arrive à déposer l'électricité exactement, là vous voyez le profil avec l'électrode en avant des vertèbres, et quand on arrive à couvrir la zone douloureuse par ces fourmillements agréables liés à la neurostimulation, on est au bon endroit, parce qu'on ne peut pas ressentir et la douleur et ces fourmillements électriques. Donc à ce moment-là, on va rendormir le patient. Là, on va déjà l'interroger. Vous allez le voir pour être sûr qu'il est satisfait, que les douleurs sont bien couvertes par la stimulation. Donc là, vous voyez le câble qui est relié à un stimulateur externe. Donc là, vous voyez Séverine, voilà, qui nous donne son ressenti. Et quand on pense être au bon endroit, on largue l'électrode. Ensuite, durant une semaine, il y aura un boîtier externe qui va permettre de pérenniser cette stimulation. Donc, elle va faire ses activités de la vie quotidienne. Et si au bout d'une semaine, elle a été efficacement soulagée par la stimulation, on implante un petit boîtier là, qui est exactement comme un pacemaker. C'est un pacemaker contre la douleur que j'ai dans la main là. Et en fait, le but, c'est d'oublier le boîtier comme on oublie la douleur. Donc, une fois que le boîtier a été mis en place, il génère un courant électrique en permanence qui vient couvrir la douleur par un fourmillement. Et maintenant, on a même la possibilité de supprimer ce fourmillement. C'est-à-dire que le patient ne ressent plus rien du tout. Et par contre, il ne ressent plus la douleur. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, cette technologie qui transforme la vie des patients, elle a été rendue possible par la technologie qui arrive véritablement à maturité. Vous pouvez comparer le téléphone que vous aviez il y a 30 ans, là, quand vous étiez adolescente,
Et puis celui que vous avez maintenant, il n'y a plus rien à voir. Et c'est pareil pour ces dispositifs implantés en termes de miniaturisation, de puissance. On arrive à faire des ondes qui se rapprochent le plus possible du vivant, et donc à mimer, et donc à masquer cette douleur. Oui, alors pardonnez-moi, mais comme Séverine est réveillée, on a envie de savoir, Séverine, après l'opération, comment vous sentez-vous ? Eh bien, étonnamment, très très bien. Et très vite, la douleur, elle disparaît. Elle disparaît au bout de combien de temps ? Dès que les infirmières viennent vous mettre en route le système, c'est quasiment immédiat. Et ouais, c'est ça. Donc vous moi, passez de 10 ans de douleur à 0, là, tout à coup. Peut-être pas à 0 tout de suite, mais c'est de la magie. Enfin, c'est quasiment de la magie. Donc c'est mon magicien, voilà. Je le dis tout le temps, mais c'est quasiment vrai. C'est l'impression que ça fait. C'est magique, parce qu'on a d'habitude, quand on soigne quelque chose, il y a toujours un temps, il faut être patient, etc. Là, c'est quasiment immédiat. Et je vous dis, le soir où je suis sortie de l'hôpital, c'était le soir du 24 décembre. Je suis allée fêter Noël et j'étais plus en forme que je l'avais été depuis des années, alors que je sortais de l'hôpital. C'était extraordinaire. Et vous avez pu rester assise des heures, ce qui n'était pas arrivé depuis des années, avec mes amis, ma famille, qui ne me reconnaissaient pas. T'es sûr que tu sors de l'hôpital ? Oui, voilà. Il y a quelque chose de pratiquement magique. Oui. Et des cas comme Séverine, votre taux de réussite finalement, quel est-il ? Alors le taux de réussite, il est, dans notre expérience à tous, et c'est un peu partout pareil, la moitié des patients qui sont traités comme ça ont une amélioration de l'intensité de la douleur d'au moins 50%. C'est les scores ou les seuils qui sont considérés, notamment par la sécurité sociale, pour considérer que la technique est efficace. C'est un peu exigeant quand même, parce qu'il n'y a pas beaucoup de médicaments qui apportent 50% d'amélioration de l'intensité de la douleur dans ces situations-là. Les Lyrica et l'Aroxyl utilisés dans les douleurs neuropathiques, pour comparer ? Le Lyrica, en fait, il faut traiter 7 patients pour qu'il y en ait un seul qui soit soulagé. Et si on prend le cas du Laroxyl, il faut que 5 patients prennent le Laroxyl pour qu'il y ait un seul qui soit soulagé. Donc, il y a des patients qui sont améliorés à moins de 50%, mais qui sont quand même satisfaits, parce que parfois 40 ou 30% d'amélioration, c'est pas mal. Et puis il y a des gens chez qui ça ne marche pas du tout. Et il y en a. Donc il ne faut pas non plus... Séverine, c'est un cas parfait, parce qu'elle a non seulement une diminution de la douleur, mais une amélioration de la qualité de vie qui est assez spectaculaire derrière. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on fait un test aussi. On fait un test d'1 semaine pour pouvoir déterminer chez une personne en particulier quel est l'effet. L'effet, il est très rapide, on vous l'a dit. Et au bout d'une semaine, on est très clairement fixé. S'il y a 50% d'amélioration au bout d'une semaine, cette amélioration va continuer au cours du temps. Si par contre il y a une amélioration de 10 à 20% au bout d'une semaine, c'est souvent un effet placebo et au bout de quelques mois, les gens ne l'utilisent plus. Donc ce test, il permet vraiment de faire la sélection des gens et de ne pas continuer une technique si à terme elle s'avérera inefficace. Donc il y a des échecs, c'est certain. Mais d'une part, ça marche très souvent quand on sélectionne bien les patients au départ, c'est-à-dire des vraies douleurs neuropathiques, de manière localisée, avec une prédominance de l'impact somatique, c'est-à-dire l'impact de la douleur qui est prédominante par rapport à tous les facteurs psychologiques, c'est ce que disait Marc tout à l'heure. On ne va pas enlever tout l'impact qu'a la douleur sur la vie quotidienne. Donc quand les patients sont bien sélectionnés, on a des très très bons résultats. Et c'est la technique qui peut apporter en termes d'amplitude d'effet thérapeutique le plus de bénéfices, notamment par rapport aux médicaments. C'est aussi quelque chose de plus lourd à organiser, mais c'est quand même très très efficace. Séverine, pourtant j'ai cru comprendre que vous devez vous faire réopérer. On ne se fait pas opérer une seule fois dans sa vie. C'est pas réopérer, c'est qu'on a un petit appareil dans le ventre. Et puis au bout d'un moment, il faut le changer. Alors selon l'intensité avec laquelle on l'utilise, c'est entre 3 et 5 ans, c'est ça, je crois. Moi j'étais pressée de revoir Monsieur Fontaine, donc j'ai dit allez, 2 ans ça sera bien et on va y retourner. Non, c'est juste, on va changer ce petit boîtier, c'est 3 fois rien. Et franchement, quand on voit la différence de qualité de vie que l'on a lorsque ça se passe bien, c'est pas un petit boîtier et un changement de boîtier qui va nous empêcher de le faire.
Alors dit comme ça fait pas peur. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu peur de la technique. Est-ce qu'on peut quand même rappeler quels sont les risques de l'opération ? Les risques, ils sont très faibles. En tout cas, le risque neurologique, il est, pour ainsi dire, infime. Il est de l'ordre un petit peu comme l'équivalent de la péridurale. Donc c'est rarissime. Alors le risque le plus important, ça va être l'infection, parce que c'est du matériel étranger. Donc vous savez, les germes qui se fixent sur le matériel étranger partent pas, même avec les antibiotiques. Donc quand il y a une infection, on est obligé d'enlever le matériel. Et ça, c'est dramatique, parce que c'est des patients qui ont goûté au soulagement, ne serait-ce que pendant quelques semaines. Et on doit leur enlever ce matériel qui a été salvateur. Et parfois, il faut attendre plusieurs mois, au moins 6 mois, avant de pouvoir le remettre. Ça, c'est la principale complication, notamment chez les patients tabagiques ou diabétiques, dont le risque est beaucoup plus important. Et puis ensuite, le matériel, il peut tomber en panne. C'est rare parce que c'est du matériel fiable. Il peut se déplacer. Il peut y avoir également ce qu'on appelle une brèche, c'est-à-dire du liquide qui sort pendant l'intervention au niveau de la moelle. Ça peut donner des maux de tête de façon transitoire. Mais les risques sont faibles comparés aux bénéfices que l'on peut en attendre. Denis Fontaine, je vous en prie. Je voudrais ajouter par rapport à ce qu'a dit Marc, il y a plusieurs types d'électrodes en fait pour cette technique de stimulation médulaire. Il y a ces électrodes fines qu'on a vues dans le film qui se mettent avec une aiguille et qui sont enfin pour la technique est équivalente à une péridurale. Il se fait des milliers de péridurales chaque jour dans le monde, donc c'est pas très dangereux. Et puis des électrodes un petit peu plus larges, c'est celle que j'ai dans la main par exemple, qui elles nécessitent un abord de la colonne vertébrale. Alors un petit abord de la colonne vertébrale, un peu comme pour une hernie discale. Donc je remonte. Donc ces électrodes, le choix entre les deux types d'électrodes dépend aussi des conditions du patient, notamment quand les patients ont été déjà opérés à plusieurs reprises ou qu'ils ont une arthrodèse lombaire. On ne va pas pouvoir glisser l'électrode dans le canal comme l'a montré Marc. Il faut faire ça. Donc c'est un petit peu plus douloureux pendant quelques semaines, comme quand on est opéré de la colonne vertébrale. Les risques sont très légèrement supérieurs en termes de risque d'infection ou de blessures locales, mais ça n'a rien à voir avec les complications de la chirurgie de la colonne vertébrale. Et souvent, les patients ont déjà été opérés plusieurs fois. Les risques sont incomparables. On est dans des techniques chirurgicales qui sont quand même très, très safe. Dernière question avant de laisser la parole au public. C'est quand même une opération confidentielle. Vous allez nous donner peut-être quelques chiffres pour qu'on en mesure la petite ampleur. Mais peut-être question utile, pratique. Denis Fontaine, on vous appelle au CHU. C'est bon, on peut prendre rendez-vous. Marc Lévesque, on vous appelle à Marseille. On peut vous voir. Comment on arrive à vous ? Je vais vous donner le 06 de Denis Fontaine. C'est par le biais des centres de la douleur. En fait, c'est là un des vrais problèmes. C'est-à-dire que pour accéder à ces techniques qui sont efficaces, il faut passer par les centres de la douleur. Or, les centres de la douleur, aujourd'hui, ils sont engorgés. On considère qu'il y a seulement 3% des centres de la douleur qui reçoivent... Enfin, il y a seulement 3% des patients douloureux chroniques qui fréquentent les centres de la douleur. Donc, c'est un premier obstacle et le principal. Donc le problème, c'est de rentrer dans ces centres de la douleur, et puis ensuite il faut que le centre de la douleur il propose cette technique, ce qui est le cas en général, mais pas tout le temps le cas. Inversement, donc il y a à peu près 300 centres de la douleur comparé aux 21 000 pharmacies qui délivrent les médicaments. Donc c'est vrai que le réflexe du médicament, il est beaucoup plus généralisé, il est beaucoup plus simple, il est beaucoup plus facile par rapport à ces techniques qui demeurent confidentielles du fait de leur problème d'accessibilité via ces centres de la douleur. Il y a aussi d'un problème de méconnaissance de ces techniques. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas très bien connu. C'est souvent pas enseigné à la faculté. Et quand c'est pas enseigné à la faculté, les médecins ne connaissent pas. Et ça, c'est un gros problème. Souvent, les gens ont une vision fausse de quelque chose de très dangereux, de très confidentiel, comme vous l'avez dit. Alors que malgré tout, il y a 1600 interventions de ce type chez des nouveaux patients chaque année en France. Et la France, ce n'est pas un pays où c'est très développé.
Donc, ce qui est dommage. Il y a 42 à peu près centres implanteurs dans notre pays, avec des degrés d'activité variables. Donc, ce pas des techniques qui sont très connues, alors qu'elles rendent beaucoup de services. Et d'ailleurs, on vous remercie d'en parler aujourd'hui, parce que ça permet de les démocratiser, les faire connaître davantage. Donc, merci, parce que ça permet d'accéder un peu plus facilement. Après, en pratique, on peut prendre aussi rendez-vous directement avec les neurochirurgiens qui les pratiquent, mais on vous enverra quand même en consultation au centre antidouleur, de manière à avoir cette concertation interdisciplinaire dont vous avez parlé, Marc, tout à l'heure, qui est nécessaire pour évaluer le patient dans sa globalité. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions parce que c'est aussi un très bel espoir que vous avez partagé avec nous. Est-ce que vous avez des questions? J'imagine que oui. Oh oui, on vous applaudit, ça c'est absolument. Et merci beaucoup Séverine pour votre témoignage. Avez-vous des questions? Oui, on va commencer. Oui, bonjour, merci. J'aurais aimé juste savoir, est-ce que vous avez dit qu'il y avait très peu de risques comme une péridurale? En fait, je voudrais savoir si lors d'une péridurale, justement, ou d'une rachianesthésie pour une césarienne, on peut justement ensuite avoir des douleurs chroniques dont on ne se sort plus, depuis une vingtaine d'années. 2 fois 10. Je peux répondre si tu veux. Oui, ça arrive quand l'anesthésiste pique directement dans la moelle épinière, c'est-à-dire trop haut, et qu'il y a une hémorragie dans la moelle épinière. Alors, je vais plaider pour ma paroisse, comme vous l'a montré Marc. Dans nos techniques, du fait de la nécessité de monter l'électrode sous contrôle de la radio, on pique souvent en péridurale avec la radio, donc on ne va pas trop loin. Et puis on pique beaucoup plus bas, on commence en dessous de la deuxième vertèbre lombaire, et il n'y a plus de moelle épinière à cet endroit-là. Donc les risques, souvent sur les péridurales, c'est quand elles sont faites assez haut par nos collègues anesthésistes. Et les rachianesthésies, justement, elles sont faites plus haut, c'est ça? Et on pique dans la moelle épinière, dans la rachianesthésie? Non, on ne pique pas dans la moelle épinière, on pique à l'intérieur de l'enveloppe qui contient la moelle épinière. En fait, on injecte le liquide directement, on injecte l'anesthésiant directement dans le liquide qui baigne la moelle épinière, alors qu'en péridurale, on est à l'extérieur de ce liquide. Et lorsqu'il y a convulsion, par exemple, moi je suis partie en convulsion, mais je ne sais pas si c'est... Je ne peux pas vous donner, je n'ai pas d'explication sur pourquoi la convulsion. C'est difficile, j'imagine. Et comment on peut avoir un dossier médical aussi suite à ce genre de problème en anesthésie? Je suppose que vous pouvez demander le dossier dans l'établissement où c'est arrivé. Je pense qu'il y a dû avoir quand même un souci. Madame, vous aviez une question? Oui, part de l'autre côté. Je vous remercie. Et merci à nos 2 faiseurs de miracles ici présents. Et, j'aurais voulu poser une question concernant la migraine chronique. Je voulais savoir si elle peut être traitée par neurostimulation. Alors là, je peux répondre. Il a été proposé pour la migraine chronique une technique de neuromodulation qui s'appelle la stimulation des nerfs occipitaux. Et là, l'électrode, elle n'est pas mise au niveau de la moelle épinière comme on vous l'a montré, mais directement sous la peau, au niveau de la région occipitale, au contact du nerf qu'on appelle le nerf d'Arnold. Ça a été proposé notamment dans des essais thérapeutiques. Il y a eu au moins 3 essais contrôlés avec des résultats qui étaient mitigés. Et du coup, aujourd'hui, cette technique n'est pas validée par nos instances. Et très honnêtement, pour avoir traité quelques patients migraineux chroniques par cette technique il y a une dizaine d'années environ, il y en a très peu qui ont réellement eu un bénéfice à long terme de cette technique. Et personnellement, j'ai arrêté. Et mon collègue spécialiste des céphalées de la migraine, avec qui je travaillais, on a arrêté ensemble de faire ça. Pour la migraine. Il y a d'autres maladies, comme l'algie vasculaire de la face, où par contre, c'est remarquablement efficace. Ça dépend de la maladie. Merci beaucoup. Une autre question, à nouveau derrière vous, messieurs. Oui, au départ, vous parliez de la douleur qui est une protection donc, du corps contre les agressions. Mais est-ce que dans certaines pathologies, le fait de retirer la douleur ne peut pas aggraver la pathologie elle-même? Parce que du coup, le patient ne souffrant plus peut peut-être faire des choses qu'il ne ferait pas si la douleur le protégeait. Là, en l'occurrence, ce que vous avez, la technique dont on parle, la stimulation médulaire, on ne supprime pas la sensibilité. Très bien. On supprime le message aberrant, douloureux, qui vient parasiter la vie de l'individu. Mais la sensibilité, elle reste inchangée. Donc,
le patient ne se met pas en danger. Il marchera sur une punaise et il sentira exactement la sensation qu'on a quand on marche sur une punaise. Merci. On a une question à nouveau. Voilà. Vous m'entendez ? Je voudrais vous parler des douleurs qui sont communément ressenties par beaucoup, qui sont les douleurs arthrosiques, que vous avez soulignées tout à l'heure, avant que ça soit quelque chose de vraiment grave ou spécifique, comme le cas de Séverine. Avez-vous des perspectives d'évolution des soins quand ces douleurs arthrosiques deviennent chroniques, voire touchent les douleurs neuropathiques autres? Donc avez-vous une perspective d'évolution des soins alors qu'aujourd'hui on soigne le cancer, l'arthrose, je dirais presque, on s'en fout. Je suis un peu énervée, vous le conviendrez. Et autre que le Lyrica ou le Laroxyl que l'on doit prendre à vie finalement. Alors, on va éviter de citer des médicaments, mais effectivement, on vous laisse répondre. Alors, les douleurs d'arthrose, et puis comme beaucoup de douleurs, en fait, quand on n'est pas efficace au niveau curatif, on peut l'être au niveau préventif. Et ça, on n'en a pas tellement parlé aujourd'hui. En fait, on peut prévenir les douleurs. Effectivement, les douleurs d'arthrose, elles font partie de ces douleurs que l'on peut prévenir ou parfois même traiter, notamment avec l'activité physique. Pour déborder un peu plus largement ces douleurs d'arthrose, il y a aujourd'hui dans nos comportements des choses que nous pouvons faire pour diminuer les douleurs. Parce que la douleur, elle est favorisée par le surpoids, par le manque d'activité physique, par la solitude, le fait aussi que plus on avance en âge, plus on va souffrir. Donc c'est en fait à partir de 60, c'est Consponville qui disait à partir de 70 ans, si tu ressens pas de douleur, c'est que tu es mort. On considère qu'à partir de 70 ans, il y a une personne sur deux qui souffre. Donc la douleur, parfois, on ne peut pas la traiter par les médicaments. On va la traiter par l'activité physique, par maintenir les liens sociaux. Par exemple, il y a des patients qui ont de l'arthrose, et quand ils ont la visite de leurs petits-enfants, ils ne ressentent plus les douleurs durant cette période. Donc il y a des moyens aussi de distraction, et les médicaments sont malheureusement pas toujours la panacée. Merci, madame. Oui, pardon, vous souhaitiez compléter, excusez-moi, professeur. professeur. Je voulais rajouter quelque chose. Donc, les douleurs d'arthrose, ce sont des douleurs par exténociception, c'est l'autre catégorie. Donc, elles répondent normalement aux morphiniques, si vraiment elles sont importantes. Souvent, les morphiniques, quand ils sont efficaces, ils entraînent des effets secondaires. Et exceptionnellement, ce qu'on peut aussi envisager, c'est de délivrer ces morphiniques directement au contact de la moelle épinière, par un cathéter comme une rachianesthésie qu'on a décrit tout à l'heure, qui est relié à une pompe qui, elle, est implantée à l'intérieur du corps et qui va délivrer la morphinothérapie directement au contact de la moelle épinière. L'avantage, c'est que pour une même efficacité, on a une dose de morphinique qui est 300 fois plus faible. Donc c'est surtout utilisé pour traiter des douleurs chez des patients cancéreux, chez qui plus rien ne marche, ou qui ont des effets épouvantables des morphiniques, notamment une somnolence. Ça peut s'envisager dans de très rares cas de patients qui ont des douleurs chroniques par exténociception. Il faut supporter la pompe, parce que c'est quand même beaucoup plus gros que le stimulateur. Il faut la remplir régulièrement, puisqu'on va injecter quelque chose, et quand elle est vide, il faut la re-remplir, ce qui se fait par une injection à travers la peau. Voilà, donc c'est une possibilité. Merci. Alors, on a une dernière. Oui, on a beaucoup de questions. On ne pourra pas répondre à tout. Sur le long terme, est-ce qu'il y aurait une sorte d'accoutumance à cette neurostimulation et voire une résistance à la fin du corps et que la douleur revienne en fait? Alors, effectivement, il peut y avoir une forme d'habituation, c'est-à-dire que, mais on est en mesure de tromper l'organisme en changeant, par exemple, les formes d'ondes que l'on délivre par le biais de la fréquence, par le biais de l'intensité. Donc ces phénomènes un petit peu d'accoutumance qu'on peut retrouver avec des médicaments, notamment les morphiniques. En fait, on n'a pas tellement parlé des morphiniques, et ça aurait été bien d'aborder ce véritable problème aussi de santé publique. Aux États-Unis, il faut savoir que la crise des opioïdes a fait des centaines de milliers de morts. Alors on connaît tous Prince et puis Michael Jackson, mais c'est à peu près 500 000 Américains qui sont morts des opioïdes dans les douleurs chroniques non cancéreuses, avec justement ces problèmes d'accoutumance
qui, à un moment donné, peuvent déboucher sur l'overdose. Donc avec la neuromodulation, on n'est pas exposé à ce type de complications et d'accoutumance. Je rajouterais que la stimulation médulaire ne vous met pas à l'abri de refaire une hernie discale non plus. Et comme ce n'est pas le même type de douleur, elle ne sera pas masquée, celle-là. Donc il y a des aggravations qui peuvent être dues simplement à la progression de la maladie qui était à l'origine de vos douleurs initialement, de l'arthrose lombaire, etc., etc. Merci. Je suis désolée vraiment pour toutes les questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre. On vous applaudit. Puis je pense que vous reviendrez. Merci encore. Merci à tous les trois. Merci Gwendoline. Merci également à Béatrice. Et on se retrouve donc dans quelques minutes avec un autre moment exceptionnel, une rencontre avec Brigitte Giraud, donc, qui est le prix Goncourt 2022. Merci à vous.